Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ni vu ni connu, présentée par les étudiants du Master Communication Scientifique de Strasbourg. Je m'appelle Vincent et je suis aujourd'hui en compagnie de Julie et Dylan, qui vont nous parler du sujet de la cryoablation, une nouvelle technique de traitement des tumeurs. Tout d'abord, dans l'émission, nous allons regarder un court reportage qui a été tourné au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Nous discuterons ensuite, durant la partie débriefing, de nos impressions sur le sujet, et nous nous quitterons sur la traditionnelle vidéo de la semaine. Tout de suite, le reportage. Bonjour, comme vient de vous l'annoncer Vincent, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la cryoablation. Cette toute nouvelle technique de traitement des tumeurs par le froid semble révolutionnaire. Elle est moins invasive que la chirurgie traditionnelle. Nous allons chercher à en savoir plus grâce au professeur Ganji. Nous nous trouvons en effet actuellement dans le nouvel hôpital civil de Strasbourg, centre hospitalier à la pointe de cette technique et lieu de travail de ce médecin. Nous allons le rencontrer. Bonjour professeur Ganji et merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Tout d'abord, on aimerait savoir en quoi consiste cette technique de cryoablation. Alors la cryoablation, c'est une technique d'ablation tumorale, ça veut dire de destruction tumorale qui est basée sur la glace. On détruit les cellules cancéreuses ou les cellules tumorales en les congelant. Donc c'est une technique qui détruit les cellules en passant la température des cellules en dessous de moins 40 degrés, ce qui cause directement la mort cellulaire. Et comment ces cellules sortent du corps? Alors ces cellules ne sortent pas du corps, c'est ça en fait, on n'enlève pas la tumeur, on les tue sur place, on les laisse sur place et le corps s'occupe de s'en charger, de les défaire et de les nettoyer le corps. Ça veut dire que les macrophages arrivent dans un deuxième temps, les cellules mortes sont ainsi phagocytées et ensuite par le système lymphatique éliminées. Donc ça laisse une rétraction, une très belle cicatrisation de la tumeur en plus, faite par le corps de manière très clean. Et quelles nouvelles avancées en médecine ont permis justement de mettre au point cette technique de cryoablation? En fait, moi, je pense que la technique de cryoablation existait depuis très longtemps. Je pense que tout le monde a eu un verrue un jour qui l'a traité par la glace. Le problème, c'est que comme on veut travailler à travers la peau, on ne doit pas congeler tout le trajet de l'aiguille. C'est ça qui était embêtant avec les techniques conventionnelles. Grâce à l'effet Thomson-Joule qui était inventé il y a quelques siècles, qui a en fait toute décompression de gaz crée une création de froid. La majorité des gaz, en les décomprimant, ils deviennent froids. Ce procédé existe depuis toujours, ça a été connu. Seulement, les Israéliens ont été les premiers à pouvoir le maîtriser, faire transformer une aiguille aussi fine que ça pour transférer la glace que dans une petite partie. Donc la décompression survient seulement dans le bout de l'aiguille et pas sur tout le trajet. Ce qui veut dire que tout le trajet de l'aiguille est isolé, la glace ne survient qu'au bout. Ça en fait, la révolution technique était pour pouvoir miniaturiser le système de décompression de Thomson-Joule pour pouvoir le faire par voie percutanée. Et dans quel cas peut-on opérer une tumeur avec la glace? Alors, je dirais que toutes les cellules sont sensibles au froid. Il n'y a pas de résistance. Il y a des cellules qui résistent plus ou moins, mais toutes les cellules à moins 40 degrés vont mourir. Donc, il n'y a pas de résistance. On peut revenir 100 fois s'il faut. Il n'y aura pas de création de résistance supplémentaire. Seulement, l'indication vient de manière collégiale, ça veut dire que c'est des comités multidisciplinaires qu'on voit les malades et on choisit qu'est-ce qui est le moins invasif pour le malade, dans quel contexte et dans quel cancer. Certains cancers, il faut les opérer dans l'œuf pour les enlever. Certains patients, on ne peut pas les opérer. Certains patients, par exemple, pour un cancer du rein, ont un rein unique avec une fonction rénale limitée. Dans ces cas-là, ça vaut le coup de les traiter par voie percutanée. Et ceci a des indications très précises. Alors, pour vous donner de manière très globale l'indication, toutes les tumeurs en dessous de 3 cm sont très facilement traitable par voie percutanée. La taille a une importance. Au-dessus de 5 cm, ces techniques deviennent plus difficiles pour avoir des marges d'ablation larges et sécurisées. Ça veut dire que dès que la tumeur devient trop grosse, on peut laisser la tumeur sur place avec ces techniques-là. Donc la taille compte. Mais toutes les tumeurs de moins de 3 cm ou entre 3 à 5 cm au maximum peuvent être traitées par cette technique. Est-ce qu'il existe des dangers avec l'utilisation de cette technique? Absolument. Comme d'habitude, c'est une technique qui est peu invasive évidemment parce qu'à la place d'opérer, on introduit des aiguilles dans le corps ou des trocars de ce type-là dans le corps sous contrôle de l'imagerie. L'imagerie est la clé, mais de toutes les manières, toute invasion du corps peut créer des complications. Le problème majeur de la glace, c'est que la glace ne fait pas la différence avec les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Ça tue tout. Donc, si la glace s'étend dans un organe de voisinage,
on peut détruire cet organe de voisinage qui est innocent dans l'affaire. Ça s'appelle les dégâts collatéraux qu'on ne veut pas. Donc, l'intérêt de la glace, c'est quoi? C'est que c'est une technique d'ablation visible à l'imagerie. Ça veut dire que je vois le glaçon. Ce qui veut dire que quand je détruis la tumeur, je vois mon glaçon dans le corps, et grâce à l'imagerie scanner ou IRM, et je peux voir, ça commence à approcher une zone que je ne veux pas détruire. C'est ça aussi l'intérêt du glace. Par contre, si je l'étends mal, si je l'étends trop, je détruis tout ce qui est autour. Ça, c'est un danger. Évidemment, d'autres dangers comme les hématomes et tout peuvent survenir, comme toutes les techniques invasives. Mais le plus grand danger, c'est de détruire ce qu'on ne veut pas. Ouais. Et j'ai une dernière question. Au niveau de la rémission du patient, combien de temps ça prend pour cette technique? Alors, pour que le patient revienne dans la vie normale, je pense que c'est ça que vous voulez dire par une rémission, c'est une technique qui est très peu invasive, comme je vous l'ai dit. Si on n'a pas de complications immédiates, hématomes ou autres, ou douleurs, normalement, après quelques jours, le patient reprend sa vie normale. Habituellement, dans les 48 heures, on laisse rentrer les patients. Ça, c'est la durée d'hospitalisation moyenne de 48 heures, une nuit avant, une nuit après. Une fois qu'ils rentrent à la maison, s'il n'y a pas de complications, on les laisse reprendre leur activité normale. Et comme je disais, un mois après, on les revoit en consultation. La régression et la rétraction de la tumeur ensuite est progressive, ça met plusieurs mois. Selon le volume de tumeur qu'on a détruite, ça peut prendre plusieurs mois avant que la tumeur se rétracte, même plusieurs années. Mais souvent, il y a une rétraction progressive et on suit toujours en imagerie pour être sûr qu'il n'y a pas une reprise. Merci beaucoup, professeur Grandji. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup Dylan pour cette interview qui nous en a appris beaucoup sur la cryoablation. Nous avons vu qu'elle présentait beaucoup d'avantages, mais que ce n'était pas une méthode miracle, il faut agir au cas par cas. Nous allons à présent nous retrouver sur notre plateau pour en discuter. Eh bien, merci à vous deux pour ce reportage. Alors moi, j'aurais une première question. D'où nous vient cette idée d'utiliser la cryoablation pour la lutte contre les tumeurs? D'où ça vient en fait? Alors en fait, avant d'utiliser la cryoablation, on avait déjà pensé à utiliser la température pour détruire les cellules cancéreuses, mais on utilisait avant que la chaleur. Alors l'idée d'utiliser le froid, c'est venu du fait, comme l'a dit le professeur Grandji, qu'on l'utilisait déjà en dermatologie. Et donc on connaissait ses propriétés anti-inflammatoires, anesthésiantes, qui sont très utiles pour la chirurgie. Alors la cryoablation, elle est apparue aux États-Unis dans les années 2004-2005 et elle a ensuite fait un bond en avant grâce à des entreprises qui se sont spécialisées dans le développement et la commercialisation du matériel spécifique nécessaire justement pour cette cryoablation. Alors il faut savoir que même aujourd'hui, tous les hôpitaux ne sont pas équipés parce que c'est une méthode quand même très novatrice. Alors en France, on a deux grands pôles. Il y a donc le pôle de Strasbourg, là où on a été faire notre reportage, et aussi un pôle à Paris. Mais par contre, dans d'autres pays, cette technique n'est pas du tout utilisée. Les hôpitaux ne sont pas équipés. C'est notamment par exemple le cas en Allemagne. Et donc finalement, l'avancée de la cryoablation a suivi un peu les progrès qu'on a dû faire en imagerie médicale. Ah oui, évidemment, bien sûr, parce que c'est une technique, la cryoablation, qui se réalise toujours sous contrôle de l'imagerie, alors que ce soit grâce à une IRM ou encore grâce à un scanner. Par exemple, le professeur Grandji, justement, il est chef du pôle d'imagerie interventionnelle de l'hôpital. Ce qui est absolument nécessaire, c'est de pouvoir visualiser le gel de la tumeur quand on est en train d'injecter l'argon. Parce que c'est comme ça que le médecin peut se rendre compte qu'il crée un glaçon suffisamment grand pour geler l'intégralité de la tumeur. Ça permet d'éviter d'ailleurs ce qui se passe parfois en chirurgie traditionnelle, qui est un phénomène de repousse de la tumeur, tout simplement parce qu'on n'a pas retiré toutes les cellules cancéreuses. D'accord. Et cette technique, est-ce qu'on a des preuves de son efficacité ? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des études qui ont été menées, en particulier une étude aux États-Unis en 2008 qui a été publiée. Alors, elle s'intéressait à 500 patients. Les patients étaient divisés en deux groupes. L'un avait été traité par cryoablation et l'autre par chirurgie traditionnelle. Alors, au bout de 5 ans, les chercheurs ont comparé les résultats. Alors, au niveau du taux de guérison, il y avait vraiment un bon taux pour les deux groupes. Par contre, ils ont remarqué que les patients traités par cryoablation présentaient beaucoup moins de complications que l'autre groupe. Donc, il y avait un clair avantage en faveur de la nouvelle technique. Alors, d'autres études, par la suite, ont confirmé ces résultats. Donc là, tu viens de dire que la cryoablation présente moins de complications pour le patient. Exactement, oui. Alors c'est dû principalement au fait que la cryoablation, elle est peu invasive. On n'ouvre pas le patient, on insère en fait des sondes de faible diamètre dans le corps. Et en plus, après, une fois qu'on a gelé la tumeur, c'est le corps du patient lui-même qui évacue en fait les cellules cancéreuses. Et comme le dit le professeur Grandji, le corps en fait fait mieux que nous. Mais du coup, si la cryoablation est si efficace,
Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre sur le long terme à ce qu'elle remplace les autres techniques de chirurgie? Alors non, attention, parce que la cryoablation, comme je l'ai dit dans le reportage, c'est pas une méthode miracle. Ça ne permet pas de tout traiter. En particulier, il y a certains organes pour lesquels c'est difficile parce que dangereux de l'utiliser. Je pense notamment au cerveau, parce qu'en fait, la pression engendrée par la glace, ça peut créer un œdème cérébral. Donc, alors soit on utilise des précautions particulières, soit on s'oriente vers une autre technique. Un autre problème qui peut arriver aussi, c'est si la tumeur se trouve trop près d'organes sains. Alors on a une technique qui consiste à injecter du gaz carbonique pour repousser ces organes, mais parfois c'est un peu compliqué, on préfère là aussi utiliser une autre technique. Et aussi, on peut savoir une chose, c'est qu'en science, on bute toujours, on a toujours des problèmes, sinon ça serait pas drôle. Donc pour utiliser cette technique de cryoablation, il faut utiliser plusieurs techniques d'imagerie. Enfin, on peut en utiliser plusieurs, comme par exemple, comme tu l'as dit, le scanner ou l'IRM. Donc le scanner, en gros, c'est quoi? Le scanner, c'est une grosse boîte qui nous bombarde de rayons X pour pouvoir visualiser l'intérieur de notre corps. Sauf que les rayons X, ce sont des radiations qui peuvent être nocives pour l'homme. Par exemple, elles peuvent augmenter le risque de cancer. Donc, subir une intervention pour être traité du cancer et finalement risquer d'en créer un autre, c'est pas vraiment le but voulu. Mais après, il ne faut pas non plus avoir peur parce que les scanners, on les utilise tous les jours, par exemple en dentaire. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il ne faut pas trop les utiliser. Et après, tout ira bien. Bon, il y a quand même des problèmes pour les femmes enceintes et pour les enfants parce que en bas âge, les enfants ont tendance à être beaucoup plus sensibles au rayonnement. Après, la deuxième technique, c'est l'IRM. L'IRM qui va émettre un champ électromagnétique pour pouvoir aussi visualiser l'intérieur de notre corps. Ce champ électromagnétique est beaucoup moins nocif pour l'homme sur le long terme. Par contre, pour pouvoir émettre ce champ, on va utiliser des aimants qui sont extrêmement puissants. Donc vous l'aurez compris, à cause de ces aimants, on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau. Par exemple, les métaux ferromagnétiques, donc qui peuvent être aimantés, comme le fer par exemple, ne peuvent pas être utilisés à l'intérieur. Donc si jamais vous avez un piercing, une broche, un implant, n'importe quoi qui est fait à base de fer, bah vous ne pourrez pas subir d'IRM. Mais est-ce que c'est pas gênant pour l'opération, ça? Bah non, parce que on peut créer des outils qui sont non ferromagnétiques, c'est pas ça le plus compliqué. Le problème, c'est que pour la cryoablation, on va utiliser des sondes, donc ces petites aiguilles, qui sont extrêmement compliquées à fabriquer parce qu'elles doivent être très résistantes. En fait, ces aiguilles vont servir à injecter de l'argon sous forme de gaz à une pression de 240 bars. Et 240 bars, c'est à peu près 240 fois la pression atmosphérique. Donc c'est vraiment énorme. Donc il va falloir qu'elle soit extrêmement résistante. Le professeur Grandji nous avait dit qu'une seule sonde coûtait à peu près 800 € et qu'il pouvait en utiliser jusqu'à une dizaine dans une opération. Donc en fait, l'élément majeur, la limite majeure ici, ça va être le coût de l'intervention. Mais bon, après, avec le prix, tous les risques que j'ai dit, il ne faut pas oublier aussi que la cryoablation est quand même une technique qui a fait ses preuves et qui permet vraiment de sauver des vies. D'accord, eh bien merci à vous deux pour ces précisions. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la technique de cryoablation, nous vous renvoyons vers ces liens qui sont dans la description de l'émission. Tout d'abord, le site de l'Actu des CHU qui vous présente assez simplement certains articles pratiques qui ont été sur certaines opérations. Donc nous renvoyons également sur ce second lien. C'est un cours qui est proposé par le professeur Grandji sur les principes de la cryoablation, donc qui présente assez bien le principe et c'est accessible à un public de non-spécialistes. Donc l'émission est terminée, nous vous laissons sur cette petite vidéo insolite dont vous me direz des nouvelles. A bientôt pour une nouvelle émission de Ni Vu Ni Connu. Whoa! So the force we're reading on that guy right now, just at that part of the magnet, is close to 300, 280? Yeah, pretty good. Let's see what we can get. That guy. No. 400 now. And it's going to attach itself to the board here in a second. Any second, it's going to start dropping, yeah. Gravity will just do enough.
There it goes. There it goes. Oh, and it's almost And 60. now it is giving us a reading of 500. 500 pounds. Whew. $50, $560. Ooh. We are at 700. Bunch of medicines. Yeah. 700 pounds. Oh, it's about. Oh, whoa. And we have jumped to 1300. Yeah, that's exactly what I'm talking about. Yeah, we have Well, the jumped. most magnetic stuff is right here, still on top of the chair. Whoa. So we're just about to hit the sweet spot. The Keep going. wheel is sitting. Whoa! Baby! There we go. Oh my god. What do we got now? Look at this, 1700 pounds. We are at 1700, which is far more than this thing. You just relaxing it now? Yeah. Okay, so the there it goes. Oh! 1800. 1800. It's past 2000. No, there you go. This